Bon, je vous propose de commencer cette conférence. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le cadre de cette nouvelle webconférence Défense-Industrie sur le thème Commission européenne et industrie de défense, état des lieux des programmes transitoires et prochaines étapes. Donc, un programme ambitieux en une heure de temps, et Anne Faure a accepté de relever ce défi. Donc cette heure sera donc structurée autour de l'intervention d'une quarantaine de minutes d'Anne Faure, qui est chef d'unité A1 politique de l'industrie et du marché de la défense au sein de la nouvelle direction générale DEFI de la Commission européenne. Précédemment, Anne Faure était chef d'unité adjointe au sein de la direction générale des entreprises et de l'industrie, et ce depuis 2016, et là également sur les questions industrielles de défense, notamment avec le plan d'action européen 2016, le règlement EDIDP et le futur Fonds européen de défense. Alors, nous avons souhaité en fait organiser cette webconférence sur les affaires européennes, car la période actuelle est riche en annonces de la DG DEFI concernant donc les deux programmes transitoires qui préparent donc la mise en œuvre des volets recherche et développement de capacités de défense du Fonds européen de défense. Donc ces deux programmes transitoires sont l'action préparatoire concernant la recherche en matière de défense, donc plus connu sous son acronyme PADR, et le programme européen de développement industriel pour la défense, donc EDIDP, et son acronyme français PEDID. Alors en fait là on est dans une période d'apprentissage de ces nouveaux mécanismes et de leur appropriation par les différentes parties prenantes, avec bien sûr en toile de fond des différences majeures entre États membres de l'Union européenne en termes d'ambition industrielle, de compétences, de capacités, et plus généralement d'attentes aussi vis-à-vis de ces nouveaux mécanismes. Donc en première ligne, en matière d'exécution et de gestion de ce programme, les services de la Commission européenne devront à la fois accompagner les acteurs étatiques et industriels dans cette appropriation et aussi monter en compétences afin de renforcer leur légitimité dans un domaine où jusqu'ici il est clair que les États étaient seuls maîtres à bord. Donc aujourd'hui, globalement, dans le cadre de cette période de transition, les acteurs étatiques et industriels jouent plus ou moins le jeu. Alors il est vrai que l'approche de ces règlements est assez difficile. La complexité réglementaire est quand même bien réelle et représente en fait une barrière à l'entrée en soi. Alors l'objectif de cette conférence est donc d'abord de réaliser un état des lieux de l'avancée de ces programmes transitoires, d'appréhender les résultats des premiers calls et le profil des participants, de mieux comprendre aussi le calendrier et les étapes à venir, tout en replaçant ces programmes et le futur Fonds européen dans le panel en fait plus large des initiatives de la Commission européenne, donc en soutien de l'industrie de défense. Alors avant de céder la parole à Anne Faure, je rappelle en fait à l'ensemble des participants qui nous ont rejoints que donc pour poser des questions, merci d'utiliser en fait l'onglet questions-réponses qui est en bas de la fenêtre Zoom, et en fait on prendra en compte vos questions et je restituerai en fait ces questions directement à Anne Faure, soit en cours de présentation ou au cours en fait des 15 dernières minutes. Voilà, donc on aura donc l'occasion d'approfondir un certain nombre de points. Voilà, Anne Faure, je vous laisse la parole. Bonjour, merci beaucoup Hélène et merci beaucoup à la Fondation pour la recherche stratégique de cette invitation pour faire un point sur les derniers développements en matière d'industrie de défense et des programmes européens en soutien de l'industrie de défense, puisqu'effectivement les derniers mois ont vu un certain nombre de développements intéressants, en particulier avec les premiers résultats de notre programme précurseur sur le PEDID. Donc je vais lancer ma présentation. Voilà. Voilà, je pense que… Voilà. Donc, comme l'a dit Hélène, nous allons faire un peu un état des lieux des programmes transitoires, des programmes précurseurs, qui sont en fait les deux programmes tests sur la recherche et sur le développement capacitaire en matière de défense, et également regarder vers le futur et vers les prochaines étapes, en particulier la mise en place du Fonds européen de défense pour la période 2021-2027. Donc, juste en guise d'introduction, un petit peu rappeler le contexte pour la mise en place au sein de l'Union européenne de ces programmes défense, puis c'était une nouveauté. C'est vrai, jusqu'à présent, le secteur de la défense et le secteur de l'industrie de défense n'avaient pas de programme spécifique. C'était un sujet qui n'était pas traité spécifiquement par la Commission européenne, et en tout cas, surtout, et c'est la principale nouveauté des initiatives qui ont été lancées sous la Commission Juncker, on n'avait pas mobilisé le budget communautaire en soutien
des industries de défense et en particulier en soutien de la compétitivité et de la capacité d'innovation de l'industrie de défense, puisque le principal programme de recherche et développement à l'époque Horizon Europe et Horizon 2020 et pour le futur Horizon Europe avait un prisme essentiellement civil, avec quelques possibilités de financer des activités duales à application civile, mais il n'y avait rien pour la défense. Donc pourquoi tout d'un coup l'Union européenne s'est intéressée plus particulièrement à la défense et aux industries de défense? C'est évidemment dû à des évolutions dans le contexte géopolitique de l'Europe, avec une montée des préoccupations en matière de sécurité, avec une multiplication et des menaces de plus en plus complexes. C'est aussi à la même époque que la Commission a commencé à s'intéresser à comment lutter contre les menaces hybrides, mais donc avec aussi des menaces complexes qui attendaient des réponses technologiques poussées. Et face à ces menaces, une situation assez morcelée, une fragmentation du marché européen de la défense et des industries de défense, et qui conduisait à un certain nombre d'efficacités en matière de développement capacitaire. Donc, face à ce constat et face à une forte demande des citoyens de l'Union pour que l'Europe soit plus active, pour que l'Europe ait une contribution à leur protection, un certain nombre de mesures ont été lancées. Et le maître mot de toutes ces mesures, je pense que c'est très important de garder en tête, c'est qu'on avait besoin de plus de coopération au sein de l'Union européenne, entre États membres, entre acteurs industriels, entre acteurs de la recherche au sein de l'Union européenne dans le domaine de la défense. Donc vraiment, le maître mot, la ligne rouge, je dirais, de toutes les nouvelles initiatives qui ont été lancées sous la commission Juncker et qui sont poursuivies et développées sous la commission von der Leyen, c'est vraiment d'intensifier la coopération en matière de défense au sein de l'Union européenne. Et là, vous voyez que sur ce transparent, je fais mention des initiatives, je dirais, strictement défense, comme la coopération structurée permanente, ou PESCO, sous son acronyme anglais, l'examen annuel coordonné en matière de défense, CARD, mais également des actions dans le domaine de l'industrie de défense et de la recherche en matière de défense avec le Fonds européen de défense et ses programmes précurseurs. Donc voilà, là c'est un graphique que la Commission a publié lorsqu'elle a lancé cette initiative qui illustre le coût de la fragmentation et des inefficacités actuelles sur le marché dans le cadre des industries de défense au niveau européen. D'une part, c'est une comparaison entre l'investissement dans la défense et les dépenses en matière de défense au sein de l'Union européenne et le nombre de doublons des systèmes en opération. Alors, une comparaison Union européenne, États-Unis, pour montrer que, en fait, le fait que les États membres développent chacun leur propre système, souvent nationaux, où la coopération entre États membres est finalement assez limitée, conduit en fait à une grande inefficacité aussi de la dépense en matière de défense, en particulier et ce, je dirais, même en situation de crise. La crise de 2008 n'a pas conduit à plus de coopération entre les États membres dans le développement de capacités de défense. Et donc, voilà, il fallait vraiment trouver une façon d'inciter finalement les États membres, mais aussi d'inciter, parce qu'on parle ici de programmes industriels, les industriels et les acteurs de la recherche à coopérer au sein de l'Union européenne entre eux pour le développement, pour la recherche et le développement de produits et technologies de défense. Alors, l'idée qui a été lancée, c'est le Fonds européen de défense, l'idée c'est d'avoir un soutien au cycle complet de développement capacitaire. Donc, on part de la recherche, on passe par le développement et on va jusqu'à l'acquisition. Là, ce qui est très important à retenir, c'est que le Fonds européen de la défense, je dirais stricto sensu, lorsqu'on parle du règlement qui est actuellement en cours de négociation, qui a un budget avec une proposition de budget actualisée maintenant, on verra, de 9 milliards d'euros, couvre en fait la partie recherche et la partie capacitaire. Il n'y a pas de mobilisation du budget de l'Union européenne pour la partie acquisition. Là, c'est ce qu'on appelle la boîte à outils financiers. Donc, si on regarde la fenêtre recherche
c'est pour financer des activités de recherche. Et puis la fenêtre développement, c'est pour financer des activités qui ont un niveau de maturation technologique plus élevé, des projets de développement. Et alors que dans la fenêtre recherche, nous sommes vraiment dans un financement à 100% des coûts éligibles par le budget de l'Union, dans la partie développement, c'est un cofinancement avec les États membres ou éventuellement un cofinancement qui peut venir d'autres sources. Donc, pour chacune de ces fenêtres, il y a eu effectivement un programme précurseur. Donc, pour la partie recherche et l'action préparatoire, ce qu'on appelle, comme l'a rappelé Hélène, la PADR, qui était un programme pour 3 ans avec un budget de 90 millions d'euros. Et puis, pour la partie développement, c'est le PEDID ou le EDIDP pour une période de 2 ans, donc qui est venu après la partie recherche, pour la période 2019-2020, avec un budget de 500 millions d'euros. Donc, on passe déjà de 90 millions d'euros pour la recherche, qui était vraiment le premier programme tester en fait, est-ce qu'on est capable aussi au niveau européen de gérer un programme de recherche dans le secteur de la défense, un programme déjà un peu plus ambitieux avec un budget de 500 millions d'euros qui peut en plus, qui est un programme en cofinancement, donc qui demande aussi la mobilisation de moyens complémentaires. Et puis, on verra ensuite que pour le Fonds européen de la défense, on passe à une autre dimension. On ne connaît pas encore totalement, finalement, le budget final. C'est encore en cours de négociation. Mais la proposition originale de la Commission était de 13 milliards pour la période 2021-2027. La proposition modifiée, actualisée, qui a été remise par la Commission le 27 mai dernier, est de 9 milliards. Suite à la négociation au sein des États membres, au Conseil, etc., et suite aussi aux conséquences de la crise du Covid, la Commission a mis sur la table une proposition actualisée, mais j'y reviendrai en fin de présentation lorsque je me pencherai plus en détail sur le Fonds européen de la défense. Mais ici, sur ce graphe, vous voyez effectivement les programmes précurseurs et le programme final, donc avec les 2 fenêtres recherche-développement. Et la proposition, c'était d'avoir une répartition, un tiers du budget, en tout cas dans le programme, dans le Fonds européen de défense, alloué à la recherche et 2 tiers du budget du Fonds européen de la défense alloué au développement. Alors, quelques mots sur l'action préparatoire en matière de recherche, défense. Donc, comme je vous le disais, 90 milliards pour une période de 3 ans, alors sous forme de subventions. Donc, les bénéficiaires sont des instituts de recherche, des entreprises, et la Commission leur donne des subventions qui couvrent jusqu'à 100% des coûts éligibles directs. Alors, nous avons, c'est le règlement financier de l'Union européenne qui détermine les coûts éligibles, qu'est-ce qu'on peut accepter comme coût et qu'est-ce qu'on peut couvrir comme coût, avec un forfait pour les coûts indirects de 25% des coûts éligibles directs. C'est un petit peu la formule qui est utilisée également en matière de recherche civile. À savoir déjà que 25%, c'est une dérogation par rapport aux 6% prévu originairement dans le règlement financier. Alors, à qui s'adressent ces subventions? Elles s'adressent à des consortia qui sont composés d'au moins 3 entités de 3 États membres différents. Là encore, c'est l'idée de coopération. On veut qu'il y ait plus de coopération en matière de recherche, plus de coopération industrielle. Et ce sont des programmes industriels dans le sens que l'argent va directement aux entreprises ou aux instituts de recherche impliqués dans les actions de recherche en matière de défense. Alors, comment cette action préparatoire a été mise en œuvre? Là encore, on a suivi les mêmes procédures que pour la recherche civile. La Commission définit un programme de travail et sur la base de ce programme de travail, va publier des appels à propositions pour l'action préparatoire sur une base annuelle. À savoir que là, la définition du programme de travail se fait également en étroite coopération avec les États membres au sein d'un comité de programme. Alors, dans le cadre de l'action préparatoire, comme c'est une action qui n'a pas de fondement juridique sur la forme d'un règlement, on parle d'un comité ASIF, donc un comité de programme pas formellement constitué, mais le mode de fonctionnement est le même, à savoir la Commission fait une proposition,
en parle avec les États membres et ensuite modifie sa proposition prenant en compte les différents commentaires et ensuite adopte un programme de travail sur lequel seront basés les appels à propositions. Alors, ce qui a été aussi décidé pour l'action préparatoire en matière de recherche, c'est que la Commission ne gérerait pas directement cette action préparatoire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en fait, elle a demandé à l'Agence européenne de défense de mettre en œuvre l'action préparatoire, c'est-à-dire une fois les appels à propositions publiés, de procéder à l'évaluation à l'aide d'experts indépendants et de procéder à la sélection des projets qui recevront le financement le financement du budget européen pour des projets de recherche en matière de défense. Alors, il y a seulement une exception, c'est pour un des appels à propositions qui a été lancé en 2019 sur des projets plus orientés sur des technologies de rupture qui ont été, eux, gérés directement par la Commission. Pour l'ensemble des autres appels à propositions pour l'action préparatoire, cette tâche a été déléguée à l'Agence européenne de défense. Alors, juste pour faire un petit point sur les objectifs de cette action préparatoire, comme je l'ai dit, c'est un programme test. C'est la première fois en fait, qu'on a mobilisé et qu'on va utiliser du budget de l'Union européenne en soutien à des projets dans le secteur de la défense. Donc, l'objectif de la PADR était de démontrer et d'évaluer la valeur ajoutée de l'intervention de l'Union européenne en matière de soutien à la R&T de défense. Donc, qu'est-ce qu'on a financé avec la PADR? Des démonstrateurs technologiques, des technologies critiques de défense, des technologies de défense futures et émergentes et aussi des thèmes liés à tout ce qui est standardisation et interopérabilité. Là encore, coopération devant lier à une plus grande interopérabilité et à une plus grande coopération, pas seulement au niveau de la recherche, mais dans les phases ultérieures de développement et éventuellement aussi lorsqu'on passera à des phases plus opérationnelles. Alors, très brièvement, c'est vrai qu'on a énormément de points à traiter, mais juste quelques mots sur les résultats, puisque maintenant nous avons 3 ans d'action préparatoire en matière de recherche. Au total, 18 projets ont été financés, 5 en 2017, 6 en 2018 et 7 en 2019. En 2017, il y avait en particulier un projet de démonstrateur technologique et un projet de prospective technologique. Donc, vous voyez un peu les différences de sujets. En 2018, l'accent était plus mis sur les technologies de défense critique. Et en 2019, on s'est penché beaucoup sur ce qu'on appelle la technologie de rupture, puisque dans le cadre du Fonds européen de la défense, on a aussi une partie du budget qui sera vraiment dédiée à financer des projets disruptifs. Et on voulait un petit peu tester par le biais de l'action préparatoire comment aussi faire des appels à propositions et comment sélectionner des appels à propositions qui visent à recevoir, en fait, à voir se développer des technologies de rupture. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez des domaines couverts assez vastes, intelligence artificielle, technologie quantique, technologie de défense critique pour la guerre électronique, etc., etc. Donc, il y avait énormément de sujets. Et ce qui est aussi intéressant pour, je dirais, l'appel à proposition pour les technologies critiques, c'est qu'une nouvelle procédure a été utilisée en 2 temps, puisque dans un premier temps, les propositions étaient simplement constitué si vous voulez, d'une description assez brève par l'ensemble des candidats. Et il y a eu une première sélection et ensuite la commission a invité un nombre plus restreint, en l'occurrence 12 consortia, à faire une proposition plus détaillée et sur cette base, elle a procédé à la sélection et à l'évaluation finale des projets dans ces appels plus ouverts en fait, avec le but d'avoir des sujets beaucoup moins définis dans les appels à proposition pour essayer de recueillir justement des idées de technologies de rupture dans le domaine de la défense. Donc là, c'est juste un slide pour vous montrer un petit peu qui a répondu aux appels à proposition de la PADR. Effectivement, on a des centres de recherche, des candidats qui sont plutôt issus du monde académique, mais on a également une grande proportion de secteur privé avec 64% des bénéficiaires qui en fait sont originaires du secteur privé.
Et au niveau de je dirais, l'équilibre PME grandes entreprises, on a un équilibre presque 80% de grandes entreprises, moyennes ou grandes, et 22% de PME, en sachant que la PME, on a une définition européenne des PME. Donc ça donne un peu une idée de qui a répondu aux appels à propositions de la PADR. Mais effectivement, la PADR, c'était vraiment le tout premier projet, le tout premier programme où le budget, enfin, il y avait un programme pilote juste avant, mais à une échelle quand même plus importante, où on a pu tester différents types de projets, comme je disais, aussi bien au niveau du démonstrateur technologique que des études plutôt de prospective. La première fois qu'on a mobilisé le budget européen à cette fin. Alors, je passe un peu vite sur l'action préparatoire parce que je voudrais passer un tout petit peu plus de temps sur le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense, donc le EDIDP ou PEDID en français. Donc là, comme je vous le disais au départ, on a commencé par la PADR et très vite, on s'est dit, mais on ne devrait pas s'arrêter en chemin. Que faire avec les résultats de la recherche? Il serait intéressant de couvrir aussi les phases ultérieures de développement pour être sûr que les résultats de la recherche soient ensuite exploités lorsqu'ils sont intéressants et pour effectivement éviter un peu la vallée de la mort telle qu'elle est décrite par plusieurs analyses entre la phase de recherche et la phase ultérieure de développement. Donc, on a adopté un règlement en juillet 2018 avec un budget de 500 millions d'euros pour la période 2019-2020. Donc là, juste pour rappeler un petit peu les objectifs du programme, et ce que vous voyez en fait sur le transparent, ce sont les objectifs du règlement de EDIDP du 17 juillet 2018. Donc, c'est un programme industriel. C'est important de le rappeler, ce n'est pas un programme juste de défense, c'est un programme industrie de défense. Et l'objectif premier est de renforcer la compétitivité, l'efficience et la capacité d'innovation de l'industrie de la défense dans l'ensemble de l'Union, ce qui contribue à l'autonomie stratégique de l'Union. Vous voyez que là, il y a un objectif indirect qui est l'autonomie stratégique de l'Union. On supporte la compétitivité et la capacité d'innovation de l'industrie de défense européenne pour que celle-ci puisse développer les capacités dont l'Europe a besoin pour être autonome de façon d'avoir une autonomie stratégique. Donc, c'est un objectif indirect, mais c'est un objectif qui est clairement cité et établi dans le règlement PEDID. Alors, le deuxième objectif, et là encore, on revient à l'idée de coopération, soutenir et optimiser la coopération, y compris transfrontière, entre les entreprises, dont les PME et les sociétés à moyenne capitalisation, les mid-caps, dans l'ensemble de l'Union, et la coopération entre les États membres. Donc là, il y a plusieurs types de coopération entre États membres, entre entreprises, qu'elles soient grandes, petites, avec un accent mis dès l'article sur les objectifs du programme sur les petites et moyennes entreprises. Enfin, le dernier objectif, favoriser une meilleure exploitation des résultats des travaux de recherche en matière de défense, c'est ce à quoi je faisais référence au début. Alors, là, on arrive un petit peu dans le cœur du règlement PEDID avec les conditions d'éligibilité. Alors, quel type d'action, quel type d'acteur? Donc là, nous sommes dans une phase post-RT. Donc, les actions qui sont éligibles au titre du PEDID, ce sont des actions qui visent à l'amélioration, au développement de nouveaux produits et technologies de défense. Donc, on peut citer les études, les conceptions, le prototypage, les essais, les phases de test, la qualification, la certification. Donc, voilà, ça, c'est tout des types d'actions qui peuvent être financées par le PEDID. Alors, ensuite, par qui? Par qui doivent être menées ces actions? Par des consortia d'au moins trois entités et établies dans au moins 3 États membres différents. On retrouve les 3 de l'action préparatoire. Ce qui est important, c'est qu'on verra dans le transparent suivant que les conditions d'éligibilité ont même été renforcées puisqu'il ne suffit pas seulement d'être établi dans un État membre, il faut aussi ne pas être contrôlé à l'extérieur. Je vais revenir sur ce point qui est un point assez essentiel du règlement PEDID et qui sera repris dans le Fonds européen de la défense. Alors, comme je le disais, le règlement PEDID est un règlement en cofinancement, c'est-à-dire que les coûts qui ne sont pas couverts par le budget de l'Union doivent être couverts par d'autres financements.
Dans le cas de développement de produits et technologies de défense, souvent ce financement est un cofinancement par les États membres, mais il peut s'avérer que ce cofinancement puisse être aussi par des fonds privés, par l'entreprise elle-même. Effectivement, en général, et les résultats du PEDID 2019 le montrent, ce cofinancement a été par le budget des États membres. Ce qui est très important aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait une intention d'acquérir le produit final ou d'utiliser la technologie de manière coordonnée de la part d'au moins 2 États membres. Et alors, là, on est vraiment dans l'intention, c'est-à-dire que les États membres doivent vraiment manifester leur intérêt pour le projet, parce que le but, c'est de ne pas développer des produits, des technologies qui n'ont pas vraiment de marché. Donc, on ne peut pas lier les États membres, on ne peut pas leur demander de signer déjà un bon de commande, puisqu'on est dans la phase de développement, mais qu'on leur demande au moins de signaler leur intention d'acquérir le produit final ou d'utiliser la technologie de manière coordonnée. Et là encore, la partie coopération, coordination. Enfin, les projets doivent être basés sur des exigences communes, convenues conjointement par au moins 2 États membres ou des spécifications techniques communes selon l'action considérée. Un point très important aussi qu'on ne trouvait pas de façon dans l'action préparatoire, c'est une disposition concernant les résultats de l'action, puisque le règlement PEDID précise très clairement que les résultats de l'action ne doivent pas être soumis au contrôle ou à la restriction de la part d'un pays tiers ou d'une entité d'un pays tiers. Et cette disposition qui est très importante est là aussi encore en lien avec cet objectif indirect, mais cet objectif présent d'autonomie stratégique, c'est-à-dire de veiller à ce que les produits et les technologies qui vont être développés avec l'aide du budget européen en coopération entre plusieurs entités de l'Union européenne puissent ensuite être utilisés pour un développement ultérieur ou pour d'autres usages de façon libre au sein de l'Union européenne et qu'ils ne soient pas soumis à des contraintes et des restrictions de pays tiers ou d'entités tierces. Alors, je reviens, comme je l'ai dit, sur les critères d'éligibilité liés aux entités. Alors, ces critères s'appliquent aux bénéficiaires et aux sous-traitants participant à l'action. C'est-à-dire les sous-traitants principaux, il y a une définition très précise des sous-traitants participant à l'action dans le règlement. Donc, quelles sont ces conditions d'éligibilité? Donc, comme je l'ai dit, il faut être établi dans l'Union. Il faut que ces entreprises utilisent des infrastructures, des installations et des biens et ressources dans l'Union, établies dans l'Union, c'est-à-dire que pour réaliser l'action, elles doivent utiliser des installations et des infrastructures situées dans l'Union, avec une dérogation possible s'il n'y a pas cette solution au sein de l'Union et qu'il faut aller regarder hors de l'Union, mais là, ces coûts-là ne pourront pas être couverts par le budget de l'Union. Il faut aussi avoir sa structure exécutive de gestion dans l'Union. Et enfin, comme j'y faisais référence, il ne faut pas être soumis au contrôle d'un pays tiers ou d'une entité d'un pays tiers. Donc, là encore, avec une possibilité de dérogation, c'est-à-dire que pour les entreprises établies dans l'Union, qui sont contrôlées par un pays tiers, mais qui remplissent certaines conditions, une dérogation est possible. Ces conditions sont des conditions liées à des aspects de sécurité, et s'assurer que l'exécution de l'action puisse être faite sans entrave, s'assurer qu'il n'y ait pas d'accès à des informations sensibles de la part de tiers ou d'entreprises de pays tiers, et aussi s'assurer que les résultats de l'action ne sont pas soumis à des contraintes et des restrictions. Donc, ces dérogations doivent être apportées par l'entreprise établie dans l'Union mais contrôlée par un tiers, et elles doivent être aussi approuvées par l'État membre dans lequel cette entreprise est établie. C'est une espèce de filet de sécurité aussi, puisque les États membres connaissent en général mieux leur tissu industriel, et les États membres doivent en fait approuver ces garanties. Donc, il y a ainsi une espèce de contrôle des États membres sur la garantie, mais effectivement, ces garanties seront ensuite évaluées par la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du programme et dans le cadre de l'examen de l'éligibilité. Alors, il y a quand même une coopération possible avec des entreprises établies
hors du territoire de l'Union européenne. Mais là, si la partie qui est de cette entreprise, je dirais le work share qui est réalisé par cette entreprise établie hors de l'Union, ne peut pas bénéficier de financement de l'Union. Donc vraiment, le programme est là pour soutenir l'industrie européenne de défense. Alors, quelques détails importants sur les taux de financement, puisqu'on a un système de taux de base et de bonus. On a un système pour les études, on peut financer jusqu'à 90%, prototypage 20% et autres, c'est 65%, à savoir qu'on peut avoir un système de bonus et on peut arriver jusqu'à 100% des coûts éligibles. Alors, il y a plusieurs types de bonus. Il y a le bonus PESCO, qui a fait un 10% forfaitaire, c'est-à-dire que si une action est aussi une action identifiée dans le cadre de la PESCO, on rajoute 10 points de pourcentage pour le taux de financement. Il y a aussi une série de bonus pour la participation des PME. Là encore, le but était de favoriser la participation de l'ensemble du tissu industriel européen, donc pas seulement les grandes entreprises, mais également les PME, avec, je dirais, un premium pour les PME qui sont situées dans d'autres États membres. Donc là, il y a tout un système de bonus assez complexe, il faut d'abord qu'un seuil soit franchi, au moins 10% des coûts éligibles totaux doivent être alloués à des PME établies dans l'Union. Et ensuite, on a un bonus lié à la participation des PME non transfrontalières et des PME transfrontalières. Donc, il y a un système où on regarde d'abord l'ensemble des PME et on regarde ensuite quelles sont ces PME qui sont situées hors de l'État membre où est l'entreprise principale. Donc là, tout ce système de bonus a vraiment pour vocation d'inciter les consortiums à s'allier avec des PME, à ouvrir leur chaîne d'approvisionnement à des PME et en particulier à des PME situées dans d'autres États membres. Donc ça, c'est un système de bonus, ce n'est pas une obligation, mais si on le fait, on a un taux de financement par l'Union européenne plus élevé. On a un bonus un peu équivalent pour la participation des sociétés à moyenne capitalisation. Et là, on ne fait pas de distinction entre les mid-cap nationales, je dirais, et les mid-cap transfrontalières. Donc, c'est un peu complexe et le règlement PEDID est assez complexe, comme le disait Hélène Masson dans son introduction. Là encore, on a publié, je le rappellerai à la fin de mon intervention, un certain nombre de guides pour les entreprises qui voudraient envoyer des propositions. Donc, le Guide for Applicants qui est disponible en ligne. Il a été réactualisé suite à la publication des appels à propositions 2020. Et toutes ces dispositions, aussi bien les règles d'éligibilité, quels sont les documents à fournir, comment fonctionnent, comment sont appliqués, comment sont calculés les bonus, sont expliqués en détail dans ce guide. Et aussi, il y a toujours la possibilité de poser des questions sur le site de la commission et ensuite les réponses sont publiées pour bénéficier à l'ensemble des entreprises intéressées qui pourraient être potentiellement intéressées pour participer au PEDID, puisque effectivement, comme on l'a dit, c'est un programme test avec un certain nombre de dispositions qui sont le fruit aussi de discussions politiques pour veiller à un équilibre entre les différents objectifs du programme, mais qui, on le reconnaît, sont parfois difficiles à appréhender, en tout cas pour une première fois. C'est pour ça qu'on a d'abord lancé un programme test, le PEDID pour 2 ans, avant d'avoir le Fonds européen de la défense. Alors ensuite, une fois qu'on reçoit des propositions, on va devoir les évaluer. Et le règlement PEDID, en fait, cite un certain nombre de critères d'attribution et c'est au regard de ces critères que les propositions vont ensuite être évaluées par la commission qui va être assistée par des experts indépendants. Donc, vous les voyez ici, contribution à l'excellence, à l'innovation, à la compétitivité, à l'autonomie de l'industrie européenne de défense. Il y a un critère d'attribution également qui fait référence à la part du budget global de l'action qui est allouée à la participation de PME établies dans l'Union. Donc là encore, le fait d'avoir un certain nombre de PME qui participent à l'action est vu positivement dans l'évaluation. Et un dernier critère, contribution à une intégration plus poussée de l'industrie européenne
de la défense. Donc voilà, vous avez un certain nombre de critères d'attribution qui paraissent un petit peu, ça c'est ce qu'on retrouve dans le règlement. Ensuite, c'est un peu plus détaillé dans le guide for applicants. Et effectivement, les experts reçoivent aussi un petit peu une grille d'évaluation pour s'assurer que l'ensemble des propositions soient traitées de façon claire lorsqu'on procède à l'évaluation des différentes propositions. Alors, tout ce système, c'est vraiment le même système qu'on applique dans les programmes de recherche civile au sein de l'Union européenne, d'autres programmes. Donc, vraiment le système de adoption d'un programme de travail, publication d'appels à propositions et ensuite évaluation par la commission assistée par des experts indépendants et adoption d'une liste de projets sélectionnés par la commission. Alors, en pratique, le programme de travail du PEDID était un programme pour les années 2019-2020 qui a été adopté en mars 2019. Et là, on trouve un certain nombre de ce qu'on appelle des catégories de projets qui sont des sujets. Alors, on a des catégories de projets qui regroupent en tout 48 sujets, puisque c'est des appels qui sont souvent multisujets. Donc, on a eu 9 appels à propositions sur la base du programme de travail, 9 appels à propositions qui ont été lancés en 2019 et 12 appels en 2020. Je vais revenir puisque maintenant, nous avons déjà les résultats pour 2019 et les appels à propositions pour 2020 ont été aussi lancés le mois dernier. Donc, 2 projets identifiés également en attribution directe, en octroi direct. Le projet Eurodrone pour un budget indicatif de 100 millions d'euros et le projet ESSOR pour un budget indicatif de 37 millions d'euros. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour ces projets-là, il n'y a pas un appel à proposition, mais la Commission invite un consortium, le consortium déjà identifié dans le programme de travail, à faire une proposition. Cette proposition devra quand même être évaluée au regard de l'éligibilité et des critères d'attribution. Donc, il n'y a pas d'appel à proposition de mise en concurrence, mais la proposition devra quand même remplir tous les critères d'éligibilité et devra quand même être évaluée, donc aussi remplir être au-delà d'un certain seuil, puisque nous attribuons aussi un seuil minimum pour que les propositions soient acceptées. Donc voilà, donc on a 17 catégories de projets, 17 appels à propositions. Donc, en fait, en tout, on a 21 appels à propositions entre 2019 et 2020, des appels à propositions compétitifs et 2 projets en attribution directe. Et comme je le disais, contrairement à l'action préparatoire où la gestion du programme avait été déléguée à l'Agence européenne de défense, pour le PEDID, la gestion du programme est directement faite par la Commission européenne et au sein de la Commission européenne par la DG Industrie de Défense et Espace, la DG DEFI, qui a été nouvellement constituée le 1er janvier 2020 et avant l'établissement de la DG DEFI, c'était la DG Industrie, la DG Gros, comme on dit, qui a commencé la mise en œuvre du PEDID de façon en mode de gestion directe. Donc, effectivement, c'est vrai que pour les programmes de recherche civile, c'est essentiellement avec l'aide, c'est aussi en gestion directe, mais avec l'aide d'agences exécutives. Ici, il a été décidé de faire en gestion directe centralisée, donc par les services même de la DG DEFI. Alors là, juste quelques rappels sur les appels à proposition 2019 qui ont été publiés le 4 avril et clos le 20 septembre 2019. Donc, comme je le disais, 9 appels à proposition compétitifs, dont un dédié au PME, c'est-à-dire qu'un appel à proposition précise que les propositions doivent être en fait rendues, doivent être proposées par des consortiums exclusivement composés de petites et moyennes entreprises. Donc, c'est ce qu'on appelle le call PME. Alors, sur la base de ces 9 appels à propositions, nous avons reçu 40 propositions qui représentaient plus de 350 entités issues de la quasi-totalité des États membres, 26 États membres sur 28. Et en fait, c'est le 15 juin, j'ai mis le 16 juin, mais c'est le 15 juin dernier, la Commission a adopté la décision qui sélectionne en fait 16 projets sur les 40 propositions reçues, 16 projets qui se verront allouer un soutien de l'Union européenne dans le cadre du programme PEDID.
Alors là, c'est en anglais parce qu'on n'a pas cette présentation, cette planche en français, mais cette planche donne un petit peu des données un peu d'ensemble, une vue d'ensemble sur les résultats du programme PEDID. Donc, je pense que ce qui est important de souligner, en tout cas pour nous, c'est un programme test, et déjà le fait qu'on ait reçu 40 propositions, mais également que 441 entreprises ont participé à ces 40 propositions était un point très positif. 223 entreprises vont bénéficier de subventions accordées au titre du PEDID. Et ceci dans le cadre des financements de ces 16 projets. Alors, je sais que parmi vous, il y a des gens qui regardent très précisément les statistiques et vous avez bien raison. Donc, lorsqu'on dit 23 entités qui participent, cela couvre les bénéficiaires directs, donc ceux qui sont dans le consortium, mais cela couvre aussi les sous-contractants participant à l'action, qui sont les sous-contractants principaux et qui doivent être déclarés dans le formulaire de soumission, un formulaire que vous devez rendre quand vous êtes une entreprise qui souhaitait participer à un appel à proposition. Vous devez indiquer quels sont les sous-contractants participant à l'action. Et puis, il y a également ce qu'on appelle les parties tierces liées qui sont, par exemple, si vous avez un groupe composé de plusieurs filiales, il faut aussi indiquer les autres filiales. Donc, en fait, si on regarde les 223 entités qui sont représentées dans ces 16 propositions qui ont été sélectionnées suite aux appels d'offres PEDID 2019. Nous avons 166 bénéficiaires directs. Et ensuite, le reste, ce sont des entreprises, soit des sous-contractants participant à l'action, et également, il y a 2 partenaires associés. C'est toute une série de concepts un peu complexes, je l'avoue, mais ce sont des catégories de participants, si vous voulez, au sein du programme PEDID. Il y a les bénéficiaires directs, il y a les principaux sous-contractants. Et ensuite, il y a aussi, par exemple, dans le cadre de projets PME, des entreprises qui participent à l'action, mais des entreprises qui ne sont pas des PME, mais qui ne recevront pas de financement. Donc, il y a toute une série de différentes catégories d'entreprises participant à l'action. Tous ces concepts, toutes ces définitions sont expliquées en détail dans le guide pour applicants, Guide for Applicants, qui est publié en ligne sur le site de la commission. Donc, pour toutes les entreprises ou les instituts de recherche qui sont vraiment intéressés à mieux comprendre toutes ces catégories, je vous encourage à regarder ce guide et on est toujours en train de le mettre à jour pour essayer d'améliorer encore les explications, mais c'est important d'avoir un petit peu connaissance des différentes notions. Donc, juste pour résumer, sur les 223 entités qui sont couvertes par les 16 projets sélectionnés, il y a 166 entreprises qui directement vont toucher de l'argent par le biais de contrats de subvention, et ensuite les autres, c'est les sous-contractants donc qui bénéficieront également, mais pas de façon directe. Alors, ce qui est aussi intéressant, et ça c'est pour nous, c'était un point très important, c'est la couverture géographique qui est assez large, puisque les projets sélectionnés incluent des entreprises qui viennent de 24 États membres. Alors, quels sont les États membres qui ne sont pas représentés? Alors, au départ, on n'a pas eu de proposition d'entreprise établie en Croatie ou à Malte. Et ensuite, quand on passe à la phase de sélection, on avait une proposition avec une entreprise slovaque et on avait une proposition avec une entreprise britannique qui n'ont pas été sélectionnées. Donc, on se retrouve à la fin, lorsqu'on regarde les 16 projets sélectionnés, avec des entreprises qui sont issues de 24 États membres, ce qui est quand même très important, puisque comme les objectifs du du règlement le rappellent, c'est vraiment pour soutenir la compétitivité de l'industrie européenne et au sein de l'ensemble de l'Union européenne. Un point qui est très important aussi, c'est la participation des PME, puisqu'elle s'élève à 37%. Et ça veut dire que les PME représentent 37% du nombre total d'entités bénéficiaires. Et c'est important aussi de voir que ce n'est pas seulement les PME au sein qui ont été sélectionnées dans le cadre de l'appel dédié aux PME, mais également des entreprises, des PME qui ont participé
à des appels à propositions qui n'étaient pas réservés aux seuls PME. Donc ça, c'est un point aussi important. Et là, en fait, on peut voir aussi l'effet du système de bonus qui a été mis en place dans le cadre du règlement PDID. Un autre aspect qui est aussi important, je dirais, en lien avec les autres initiatives défense que j'ai mentionnées dans mon introduction, puisque là, nous parlons de programmes industriels défense, mais un certain nombre d'autres initiatives en matière de coopération de défense ont été aussi lancées au niveau européen, et en particulier la coopération structurée permanente, où on voit qu'en fait, si on regarde les projets sélectionnés, 9 projets sur les 16 sont des projets qui ont des sujets, sont des projets, ce qu'on appelle des projets PESCO, c'est-à-dire qui sont aussi identifiés comme projets, comme coopération au sein de la coopération structurée permanente. Et cette cohérence est importante pour s'assurer que l'ensemble des initiatives en matière de coopération au niveau de l'Union européenne, que ce soit dans le cadre industriel ou dans le cadre plus défense, sont cohérents et on va dans le même sens, puisque le but, c'est quand même le développement de capacités de défense clés qui ont été identifiées comme prioritaires par les États membres au sein de l'Union. Et donc là, on voit effectivement qu'au niveau de la coopération structurée permanente, c'est quand même 80% du budget de EDIDP qui va aller à des projets PESCO. Et lorsqu'on regarde ensuite, là c'est une autre façon de regarder un petit peu les chiffres, ça je reviendrai là-dessus, mais quand on regarde ensuite les types de projets sélectionnés, on a des projets qui contribuent au développement de capacités de défense européenne dans des domaines assez larges, mais qui sont tous des domaines qui ont été considérés comme prioritaires dans le cadre du plan de capacité de défense décidé par l'Agence européenne des défenses avec les États membres. Nous avons des capacités de défense dans le domaine des drones et tout ce qui est technologie liée aux drones. On a aussi plusieurs exemples dans le domaine des technologies spatiales, les récepteurs cryptés à usage militaire, le système de big data pour la surveillance des satellites, et également des projets dans le domaine des véhicules terrestres sans équipage, des systèmes de missiles haute précision. Donc, il y a une variété de sujets, mais ça, effectivement, ces catégories de projets avaient été identifiées dans le programme de travail. Et lorsqu'on regarde ensuite, on a des projets plus précis ici. Et dans la suite de ma présentation, il y a l'ensemble des 16 projets sélectionnés. Donc, je ne reviendrai pas en détail, puisque effectivement, après, le détail des projets voilà, excusez-moi, je reviens à mes… voilà, je ne m'attarderai pas sur le détail des projets, mais je vous invite à regarder encore une fois sur le site de la Commission européenne, puisque on a publié une fiche par projet qui reprend une brève description du projet, et avec la liste des bénéficiaires, la liste des entreprises qui sont dans le consortium et un petit peu plusieurs informations essentielles sur chaque projet. Donc, pour chacun des 16 projets sélectionnés, vous pouvez trouver une fiche récapitulative qui est publiée sur le site de la Commission. Donc, je vous invite à consulter ces fiches. Donc là encore, c'est les chiffres que je vous présentais tout à l'heure, mais qui ont été repris d'une autre façon sur un transparent. Là encore, vous trouvez tous ces documents sur le site de la Commission. Et là, c'est un élément important, c'est la répartition géographique des entités. Et donc là, on voit effectivement que donc dans le graphe du haut, vous avez le nombre de propositions alors, vous avez aussi bien le nombre de propositions soumises et les États membres, les États membres d'origine des entités qui participent à ces propositions et les nombres de propositions sélectionnées. Et en dessous, vous avez ce qu'on appelle le taux de succès pour les différents pays. Mais donc, ce qui est intéressant, je dirais, c'est aussi le graphe du haut. Donc, on voit effectivement qu'on a reçu au départ, il y a certains pays, il y a certaines entreprises issues d'un certain nombre d'États membres qui ont soumis plusieurs propositions. Donc, effectivement, quand on regarde le cas de la France, c'est le pays pour lesquels les plus d'entités qui ont soumis des propositions.
Et ensuite également, quand on regarde les résultats des appels à propositions 2019, c'est aussi des entités françaises qui ont bénéficié le nombre de propositions sélectionnées assez importante du côté des entités françaises. Donc ça, voilà, ça vous donne un peu une idée de la répartition, je dirais, géographique des entités qui ont participé, donc qui ont soumis des propositions, et ensuite des entités qui ont été sélectionnées dans le cadre de l'appel à propositions 2019. Alors ça, c'était pour 2019. Alors 2019, c'était quand même une étape importante. C'était la première fois qu'on appliquait le règlement PDIN. La sélection s'est faite aussi dans des circonstances un peu particulières, puisqu'avec l'arrivée du confinement, donc ça a été un tout petit peu compliqué. Première fois pour la DG Défi, des conditions de travail un peu particulières, où on a dû effectivement quand même, puisqu'il s'agit de projets avec des informations classifiées, on avait des équipements particuliers. Donc voilà, ça a été quand même une grande première à beaucoup de points de vue. Mais je pense que ce qui est très important, c'était que c'est la première fois qu'on testait les dispositions du règlement. Donc, qu'on testait l'évaluation, qu'on testait les critères d'éligibilité. Donc, on a essayé de traduire tous ces enseignements aussi dans le guide pour applicants, pour vraiment essayer d'éclaircir le plus possible ce qu'on demande aux entreprises et aux instituts de recherche au sein de l'Union, c'est-à-dire comment comprendre telle exigence du règlement. On essaie d'être le plus précis possible dans le guide qui a été revu et qui a été publié ce mois-ci. Et donc, c'est vraiment… on a essayé de tirer les enseignements de cette première série d'appels à propositions en 2019 pour les appels à propositions 2020 qui ont été publiés le 19 mars dernier. Et on a eu un Info Day, donc une journée d'information le 22 juin. Donc, c'était une journée d'information aussi par téléconférence. Dont on a essayé d'expliquer assez en détail, encore une fois, les formulaires de soumission, l'évaluation de l'éligibilité, l'évaluation des propositions. Vous pouvez trouver énormément d'informations sur les sites, encore une fois, et aussi vous avez la possibilité de poser des questions, comme je l'ai dit, à la commission s'il y a des choses qui ne sont toujours pas claires et que vous souhaitez avoir des éclaircissements. Il y a une adresse à laquelle vous pouvez envoyer vos questions et ensuite les réponses aux questions sont publiées sur le site. Donc, la date limite pour la soumission des propositions est le 1er décembre 2020. Donc, c'est un délai un peu plus grand que pour les appels à propositions 2019. Aussi parce que, dû aux circonstances un peu exceptionnelles que nous connaissons et que connaissent beaucoup d'entreprises. Donc, on a souhaité donner un peu plus de temps pour que chacun puisse préparer ses projets et ses propositions. Donc, la date limite pour la soumission des propositions est le 1er décembre, ce qui voudrait dire, en fait, qu'on aurait les résultats pour les appels à propositions 2020 vers le mois de juin 2021. Ça, c'est un petit peu pour vous donner le calendrier. Alors là, j'ai repris ici, et encore une fois, c'est en anglais parce que c'est ce dont nous disposons, les différentes catégories d'appels à propositions pour 2020. Donc, il y a 12 catégories d'appels à propositions. Donc, que vous pouvez regarder et consulter, puisque effectivement, c'est maintenant que ça se passe. Si vous voulez envoyer des propositions, vous avez l'ensemble des textes des appels à propositions publiés sur le site. Donc, je vous invite à regarder ceci. Donc, voilà pour le programme précurseur. Et maintenant, je vais dire quelques mots sur le Fonds européen de défense, que je vois aussi que le temps défile. Donc ça, c'était la phase préparatoire. Et maintenant, c'est ce qu'on va avoir pour les prochaines perspectives financières multiannuelles avec un fonds pour 7 ans. Là encore, le règlement est en cours de finalisation, je dirais, puisque la Commission avait fait une proposition. Et ensuite, ce règlement doit être adopté par les co-législateurs de l'Union européenne, qui sont le Parlement européen et le Conseil des ministres. Et on a un accord sur, je dirais, 80% du texte. Il y a encore 2 points qui sont encore en suspens. Le budget,
et l'article sur les pays associés, puisque la Commission proposait d'associer au Fonds européen de défense les pays qui sont membres de l'EFTA, de l'Association de libre-échange européenne, et qui sont aussi membres de l'espace économique européen. En gros, cela vise l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, mais concrètement, on sait que la Norvège a un intérêt à participer au programme, c'est-à-dire à contribuer au budget et aussi à voir ses entités éligibles au titre du Fonds européen de la défense. Et dans la proposition que la Commission a faite sur le Fonds européen de la défense, elle propose effectivement de permettre l'association de ces pays, donc en particulier de la Norvège, qui était déjà associée dans l'action préparatoire, mais pas au sein du pays. Donc cet article n'a pas encore été agréé entre le Conseil et le Parlement. Et l'autre article très important, c'est effectivement l'article sur le budget. Donc, au départ, la Commission européenne avait proposé un budget de 13 milliards d'euros. Les discussions entre le Parlement et le Conseil ont commencé et la présidence du Conseil a fait une proposition à 8 milliards d'euros. Le 27 mai dernier, la Commission a fait une proposition révisée pour l'ensemble du budget MF et pour l'EDF de 9 milliards d'euros. Donc, effectivement, une diminution du projet original, mais une augmentation par rapport au budget proposé par la présidence du Conseil. Je pense que là, la Commission a vraiment voulu signaler qu'effectivement, elle voulait plus que ce qui avait été proposé par le Conseil. Et on verra maintenant si les co-législateurs, en particulier le Parlement européen, va suivre cette demande d'augmentation et éventuellement augmenter le montant final. Donc, les objectifs du Fonds européen de la défense sont très similaires aux objectifs que l'on retrouve dans le PEDID, mais aussi dans la PADR, puisque le fonds, comme on voyait dans le graphe du début, couvre aussi bien la partie recherche que la partie développement. Mais ce qui est important, c'est qu'on a quand même dans le Fonds européen de défense les dispositions clés qu'on retrouvait dans le PEDID, donc les dispositions liées à l'éligibilité, mais également toutes les conditions liées aux résultats de l'action. Et il y a quelques nouveautés également sur la couverture des coûts indirects, etc. et le contrôle éthique qui est plus renforcé dans le Fonds européen de la défense qui ne l'était dans le PEDID. Là encore, pareil, programme de travail et appel à propositions annuelles. Donc, contrairement au PEDID où on avait un programme biannuel, là, le Parlement a souhaité avoir des programmes de travail annuels. Il y a quand même une réflexion en cours sur les orientations sur 7 ans, puisque c'est quand même important, même si on aura des programmes de travail annuels, d'avoir une vision sur 7 ans. Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Quels sont les types de produits et technologies de défense que l'on veut développer? Où est la valeur ajoutée européenne? Et pour l'instant, comme on n'a pas de règlement adopté, on n'a pas de comité de programme, on ne peut pas créer le comité de programme, donc on commencera la discussion avec les États membres sur une base informelle, aussi en vue de commencer à réfléchir sur les sujets pour le programme de travail 2021, puisque ça va très très vite, puisqu'il faudra publier les premiers appels dans la première moitié de 2021. Voilà, alors là, je vais m'arrêter sur le Fonds européen de la défense. Je suis consciente que le temps est un peu limité. Je voulais juste signaler, et on reviendra dessus si vous voulez, qu'il y a d'autres mesures en soutien des industries de défense dans le cadre de la politique européenne. Ce qu'il est important de souligner, c'est que dans la nouvelle stratégie industrielle européenne, il y a un chapitre dédié au secteur de l'industrie de défense et au secteur spatial qui a pour titre « Renforcer l'autonomie industrielle et stratégique de l'Europe ». Et dans ce chapitre de la stratégie industrielle qui a été lancée par le commissaire Breton et par la Commission, on fait référence à un plan d'action sur les synergies entre l'industrie civile, spatiale et de la défense, et aussi un plan d'action sur les matières premières critiques. Donc, il y a un certain nombre d'autres initiatives qui sont aussi très importantes pour l'industrie de défense. Et juste une dernière mention du plan de relance qui a été présenté par la Commission le 27 mai dernier, où on parle de l'écosystème aérospatial défense. En fait, donc c'est cette notion d'écosystème que vous retrouvez dans la stratégie industrielle, et aussi où on annonce la création d'une nouvelle fenêtre sous l'instrument des InvestEU, qui est un programme d'instruments financiers
financés par des garanties du budget de l'Union. Une cinquième fenêtre qui est la cinquième fenêtre résilience et qui vise aussi à soutenir des projets dans des secteurs critiques comme le médical, mais aussi le spatial ou la défense. Donc ça, juste pour mentionner, on n'a pas le temps, on pourrait revenir dans une autre session, mais je pense que c'est important de voir qu'il y a aussi d'autres initiatives et d'autres développements qui sont aussi destinés aux industries de défense. Je vous remercie. Merci beaucoup, Anne, pour ce véritable tour de force. C'est vrai que ces éléments sont assez complexes, donc vous avez, de ce point de vue-là, présenté un certain nombre d'éclairages et de précisions absolument essentielles. Mais c'est vrai que, bien que complexe d'approche, il faut quand même faire un constat concernant ces programmes transitoires. C'est celui d'une relance, en fait, d'une stimulation de la coopération armement en poussant les États à dialoguer autour de thèmes d'intérêt commun et aussi en incitant les entreprises, en fait, à penser le développement de nouvelles technologies et leur entrée sur de nouveaux marchés sous l'angle, en fait, des collaborations interindustrielles et États et entreprises se rejoignant autour de l'élaboration de stratégies de consortium. Alors, avant de vous poser et de restituer un certain nombre de questions qui ont été proposées par les participants, et elles sont nombreuses, je souhaiterais quand même qu'on revienne sur un point qui est quand même assez déterminant et qui conditionne en fait la manière aussi de construire une stratégie de consortium et une stratégie de partenariat. C'est cette question de la logique inclusive, en fait. Donc, concrètement, comment une entreprise ou même un État peut appréhender cette logique, en fait, qui est absolument consubstantielle à la sphère communautaire. Tout à fait. Alors, sur la question c'est vrai qu'on entend souvent dans les discours, dans les présentations, que le Fonds européen se doit d'être inclusif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que la notion d'inclusivité, elle est à plusieurs niveaux. C'est un fonds européen, c'est un fonds destiné à soutenir l'ensemble du tissu industriel européen qui est actif dans le secteur de la défense, et c'est un fonds qui vise à la coopération, à plus de vraiment travailler ensemble, définir des priorités ensemble, mais aussi les mettre en œuvre ensemble. Donc, ça se fait aussi bien au niveau des États membres, et là encore, comme je l'ai expliqué, ça se fait au niveau du programme de travail. Les États membres doivent se mettre d'accord avec la Commission sur des priorités, en utilisant certains instruments qui sont déjà disponibles au niveau européen, comme le plan de développement capacitaire, mais il faut quand même se mettre d'accord sur où on va mettre l'argent. Les enveloppes sont limitées, donc où on va vraiment investir l'argent de l'Union. Donc, pour ça, il faut aussi que chaque État membre voit que ce fonds a pour objectif de renforcer effectivement la capacité de l'Europe à protéger ses citoyens, mais il faut aussi que chaque État membre ait l'impression, et en tout cas le sentiment, que ce fonds n'est pas seulement fait pour les États membres qui ont une plus grande industrie de défense, puisque l'industrie de défense au niveau européen n'est pas, je dirais, répartie de la même façon. Donc, il faut aussi bien que les sujets capacitaires puissent répondre aux attentes, au moins à certaines attentes des États membres, mais également que les États membres aient l'impression que cet argent qui est mis sur la table pourrait aussi bénéficier, en tout cas que leurs entreprises pourraient avoir la possibilité de participer, et que ce n'est pas simplement un fonds qui est réservé à un certain nombre d'industries au sein des États membres. Alors comment, et pourquoi ceci est important? D'une part parce que je dirais le premier argument un peu le plus simple, c'est de dire que si on veut avoir une mobilisation du budget de l'Union européenne pour un programme industrie-défense, il faut qu'on ait l'accord des États membres. Donc, il faut que les États membres soutiennent. Donc, si c'était un programme pour 3 États membres, ça ne va pas marcher. Ensuite, parce qu'on est vraiment convaincu que pour gagner en compétitivité et pour gagner en innovation, on a vraiment besoin de se fonder, d'utiliser les compétences qui existent dans l'ensemble de l'Union. Et là, effectivement, comme je disais, l'industrie européenne de défense est plus concentrée dans certains États membres, mais il y a aussi un certain nombre d'acteurs non traditionnels qui ont aussi beaucoup de technologies
ou d'innovation à apporter qui pourraient aussi bénéficier au développement de produits et technologies de défense pour répondre aux défis du futur, par exemple. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir une ouverture. Et là, c'est ce qu'on a fait au niveau plus industriel avec un certain nombre de mécanismes avec l'ensemble des bonus. Donc, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on incite les entreprises à essayer de nouer des partenariats avec des partenaires avec lesquels ils n'avaient peut-être pas l'habitude de travailler et aussi d'être plus conscients de ce qui existe. Parce que souvent, on a entendu dans le cadre du PETIT 2019, les entreprises dire « Ah ben, c'est marrant, j'ai découvert qu'en fait, il y avait une entreprise dans tel État membre qui avait vraiment une technologie très intéressante et nous avons noué un partenariat. » Donc, ça les a un peu forcés à aller regarder ailleurs. Donc ça, c'est une première chose. Quand on forme ce consortium, essayer d'être un peu ouvert à ce qui se passe dans d'autres États membres. Et ensuite, évidemment, il y a la question de l'ouverture des chaînes d'approvisionnement. Essayer d'inclure dans ces chaînes d'approvisionnement aussi des États membres, des entreprises d'autres États membres. Et ça, c'est vraiment un des objectifs des bonus. Pour aussi avoir une base industrielle plus intégrée, un marché plus intégré et moins partitionné, fragmenté sur des lignes nationales. Ok, alors effectivement, le constat posé par la Commission européenne, c'est de dire la BITDE est fragmentée. La question du coup de ce critère géographique, quand même, suscite quand même quelques interrogations sur du coup aller vers plus de dispersion en fait. Le risque est aussi d'avoir une dispersion en fait, je dirais des capacités industrielles. Donc concrètement vers plus de fragmentation en fait, de facto, puisqu'on disperse davantage en fait les capacités à travers l'Union européenne. C'est une question. Enfin, je veux dire, je pense c'est pas comme ça. Je pense pas que le fait de. Non, mais j'imagine que c'est pas comme ça que vous l'imaginez. non, mais le fait de devoir coopérer et de chercher en fait des partenaires qui peuvent avoir une valeur ajoutée au niveau de l'innovation, de leur expertise, c'est pas une dispersion. Le but, c'est plutôt une plus grande intégration. C'est-à-dire que de ne pas avoir une base industrielle européenne qui est en fait fragmentée sur des lignes nationales. Parce que ça, c'est la situation actuelle. C'est vraiment d'essayer de travailler plus ensemble avec d'autres. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit faire des projets avec des entreprises de 27 États membres à chaque fois. Déjà, je pense qu'il faut aussi, quand vous voyez la façon dont le règlement est bâti, effectivement, le mot d'ordre, et ça, je l'ai rappelé, c'est coopération. Donc, pourquoi on mobilise du budget de l'Union? C'est pour avoir de la coopération. Si les États membres souhaitent ou les entreprises souhaitent travailler en national, elles peuvent toujours le faire, rien n'est imposé. Mais alors, ce n'est pas avec le soutien du budget européen. Donc là encore, le budget européen a un but particulier. Le budget européen n'est pas non plus le Fonds européen de défense, n'est pas le seul instrument de financement des projets de développement capacitaire. Mais il a un objectif particulier qui est de soutenir la compétitivité et soutenir la coopération et soutenir plus d'intégration. Donc moi, je pense que ce n'est pas une dispersion, c'est une intégration. Et dans ce sens, je dirais cette intégration passe, comme vous l'avez rappelé, d'une part par les États membres qui discutent plus ensemble et qui se mettent d'accord sur des priorités, mais également les acteurs industriels qui aussi nouent des partenariats. Alors, quand on regarde les dispositions du règlement, c'est 3 entités d'au moins 3 États membres. On a voulu aller au-delà du bilatéral parce que entre 2 États membres, ça se faisait déjà un peu. On voulait être plus ambitieux. Donc, cette règle ne va pas bouger. Il n'est pas question de revoir cette règle, les 3 États membres. Non, cette règle a été, c'était la règle qui a été dans la proposition de la Commission et qui a été agréée par le Conseil et le Parlement. Ça, c'est stable. À moins qu'ils réouvrent tous les règlements, mais je ne pense pas. Mais cette règle fait partie de l'accord provisoire entre le Parlement et le Conseil. Ensuite, il y a un certain nombre de mécanismes incitatifs au sein du règlement pour essayer d'ouvrir, en particulier pour les PME et les mid-caps. Mais ça, c'est encore des phénomènes, c'est des mécanismes incitatifs. Il n'y a pas de mécanisme qui force. Le seul critère qui, par contre, doit être rempli, c'est 3 entreprises d'au moins 3 États membres. Évidemment, si on en a plus, nous, on est content, mais ça, je dirais, c'est la solution minimum. Donc, voilà. Et encore une fois, je pense que ce n'est pas une dispersion, c'est au contraire essayer de regarder, de voir si on peut, grâce à la coopération, développer des produits et des technologies de défense qui ont été identifiés comme prioritaires par l'ensemble des États membres et par la Commission. D'accord. Alors, je vais essayer de restituer un certain nombre de questions des participants.
Euh, alors, peut-être plus là sur la mécanique, je dirais, de l'appel à proposition. Après, on reviendra sur la suite de PADR PDID. Pouvez-vous nous indiquer une échelle de temps à partir de l'appel à proposition, les premières offres, les choix initiaux et les choix finaux, notamment pour PDID? Oui, alors pour le PEDI, donc effectivement, on a eu un appel à proposition. Alors, si je prends le cas des calls 2020, puisque c'est Oui. ceux qui sont en cours, ils ont été publiés en mars 2020 avec une date limite de soumission le 1er décembre. Donc, ça fait plus de 6 mois. Pour les appels à proposition 2019 du PEDI, c'était 6 mois. Ici, on en est presque à 8-9 mois. Donc, les entreprises ont 8-9 mois pour préparer leurs propositions et envoyer leurs propositions à la Commission européenne. Donc, la date, l'échéance, c'est le 1er décembre 2020. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? La Commission, à l'aide d'experts indépendants, va évaluer ces propositions. Donc, elle va regarder si tous les critères d'éligibilité sont remplis. Ça, c'est quelque chose que la Commission fait seule. Et ensuite, elle va évaluer les propositions techniques, regarder en fonction des critères. Ça, elle le fait avec l'aide d'experts indépendants. Et je dirais cette période, alors ça fluctue un petit peu en fonction du nombre de propositions, mais ça peut aller jusqu'à 6-9 mois. À partir du moment… Alors, ensuite, la commission doit repasser avec sa proposition au comité de programme. On a ce qu'on appelle une double comitologie dans le règlement PEDID, c'est-à-dire qu'elle informe les États membres de la liste des projets sélectionnés et les États membres donnent leur avis. Donc, il y a un vote à la majorité qualifiée. Et ensuite, la commission adopte la liste. Une fois qu'elle a adopté la liste, la commission va ensuite écrire aux consortia qui ont été sélectionnés et elle va commencer ce qu'on appelle la préparation du contrat de subvention. Et ça dure à peu près 3 mois. Et donc, normalement, 3 mois après 3 mois, on a la signature des contrats de subvention entre la Commission européenne et le consortium. D'accord. Et ensuite, alors là, le contrat dure en fonction de la durée de l'action, puisqu'en général, une action, c'est entre 4 et 6 ans. C'est ce qu'on demande au titre du règlement PEDID. L'action doit se dérouler dans un calendrier de 4 à 6 ans. Donc entre l'appel d'offres et la signature du contrat, on est du coup sur… Entre l'appel d'offres et la signature du contrat, on peut être plus de 9 mois, oui. Plus de 9 mois. Oui. D'accord. J'ai une question sur les IPR relatifs au background information, donc antérieur à l'étude, mais nécessaire à son exploitation. Oui. Donc ces IPR resteront propriétaires des industriels? Oui, alors, ce qui est très important de souligner, c'est qu'en tout cas, dans le règlement PEDID, il y a très peu de choses sur les IPR. Donc, je dirais que le régime habituel s'applique. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment quelque chose qui est réglé par les membres du consortium entre eux. Donc, le règlement PEDID n'a pas d'influence là-dessus. Donc, c'est une discussion qui se passe entre les membres du consortium et la commission n'a pas de droit de regard ou n'a pas d'avis à donner. La seule chose qu'on retrouve sur les IPR, et c'est important, c'est que ce qu'on veut à la fin, c'est que les résultats de l'action ne soient pas soumis à contrôle et restriction. Donc, si dans ce background, vous utilisez quelque chose qui est soumis à contrôle et restriction, et que ça a pour effet de soumettre les résultats de l'action à un contrôle et à restriction d'un État tiers ou d'une entreprise tierce, ça, ce ne sera pas éligible. Mais au niveau de la répartition, qui est propriétaire des IPR, là, déjà, clairement, ce n'est pas la commission. Donc, c'est entre les membres du consortium de s'organiser et de définir cela. D'accord. Effectivement, on n'est pas revenu sur ces deux projets, mais effectivement, on a une question sur l'attribution, quid de l'attribution des financements PEDID aux deux projets Essor et Eurodrone. Oui, alors ça, comme je le disais, donc c'est deux projets qui ont été identifiés dans le cadre dans le programme de travail et qui ne sont pas soumis à une procédure compétitive. Et donc, pour cela, il y a une justification que vous trouverez dans le programme de travail. Et donc, on a cité le consortium, donc les entreprises qui sont membres de ce consortium, dans le cadre des deux projets Eurodrone et Essor. Donc, comment ça se passe? Là, effectivement, il n'y a pas un appel à proposition compétitif, mais il y a quand même, la commission a écrit au consortium pour leur demander de soumettre leur offre.
Mais on écrit un consortium à chaque fois, contrairement à un appel à proposition qui est totalement ouvert, où là, tous les consortiums qui le souhaitent peuvent répondre. De toute façon, il n'y a pas de mise en concurrence, c'est de l'octroi direct. Il n'y a pas de mise en concurrence, voilà. C'est l'attribution directe. En revanche, il y a quand même, et ça c'est très important parce que souvent il y a une petite confusion, on pense que ça y est, c'est fait, c'est donné. La commission va quand même regarder la proposition, vérifier que tous les critères d'éligibilité sont reçus et regarder la qualité de la proposition. Donc, mais contrairement à un appel à proposition ouvert, c'est une lettre qu'on adresse directement à un consortium qui est identifié dans le programme de travail. D'accord. Ok. Alors, on a… ah oui, non, j'avais aussi… Sur ce point, j'avais une question. À l'avenir, ce sera quoi l'équilibre entre ces projets type Eurodrone Essor et les appels à concurrence, quoi, les projets mis en concurrence, hein. Alors, ce que dit le règlement du Fonds européen de la défense, c'est que seulement dans des cas justifiés, on pourrait passer à des appels à des attributions directes. Donc, c'est quelque chose, c'est pas le mode de base, je dirais. Le mode de fonctionnement de base, c'est des appels compétitifs. Donc, c'est plutôt l'exception. Voilà, c'est l'exception et ça doit être justifié. Donc, après, il n'y a pas de, je dirais, de répartition, mais c'est vraiment important que le mode de base, c'est les appels à propositions compétitifs et l'attribution directe, c'est vraiment l'exception. D'accord. Alors, concernant les étapes à suivre, déjà, il y a une question il y a plusieurs questions sur l'OCAR. L'OCAR attire un rôle dans ces programmes. La DG Défi prévoit-elle pour les phases de développement acquisition de déléguer à des agences d'acquisition, par exemple comme l'OCAR? Et puis, toujours sur la phase d'après, peut-on espérer à court ou moyen terme une mobilisation du budget européen pour financer la troisième phase, donc en lien avec les acquisitions des capacités, dans le cadre du FED, et après PEDID et PADR. Donc là, on est plus sur la suite en fait de ces programmes, et le cas échéant, le rôle de l'OCAR aussi. Oui. Alors, par rapport au rôle de l'OCAR ou d'autres, je dirais, programmes managers défense, alors ce que vous trouverez dans il y a deux choses qu'on trouve dans le règlement du Fonds européen de la défense. Il y a une disposition qui dit que, effectivement, quand les États membres choisissent un programme manager, donc dans certains cas, ça pourrait être l'OCAR, la commission, donc l'OCAR va gérer le programme au nom des États membres, et puis la commission va venir avec son contrat de subvention. Donc, et là, il y a une première disposition qui dit, alors c'est valable pour l'OCAR, mais c'est valable pour un autre programme manager qui pourrait être, un autre gestionnaire de programme qui pourrait être nommé par les États membres, c'est que la commission va devoir un peu se coordonner, si vous voulez, avec le programme manager. Donc, elle va vérifier que tout le projet, elle va demander au programme manager de regarder elle va échanger avec lui, savoir si le projet se déroule bien avant qu'elle puisse aussi payer sa subvention. Donc ça, c'est plutôt un mécanisme d'information. Ce qui est possible aussi, c'est que, et ça c'est précisé aussi par le règlement du Fonds européen de la défense, comme je l'ai dit, la gestion du programme se fait en gestion directe par la commission. C'est-à-dire que c'est la commission qui va lancer les appels à proposition et c'est toujours la commission qui va faire la sélection des projets. En revanche, ce que prévoit le règlement, c'est que pour la phase de gestion du contrat de subvention, c'est-à-dire à partir de la signature et alors savoir quand est-ce qu'on doit payer les différentes parties de la subvention, donc le suivi du contrat de subvention, la commission pourrait déléguer le suivi du contrat de subvention, par exemple, à un tiers et qui pourrait être OCAR, puisque par exemple, si OCAR gère un projet, au nom des États membres, la commission pourrait, si elle le décide, mais là il y a un certain nombre de conditions, déléguer la gestion du contrat de subvention à OCAR. D'accord. Et ça, c'est également déterminé, enfin c'est réglé par OCAR ou un autre programme manager. Effectivement, là on parle d'OCAR parce qu'effectivement c'est une organisation qui est aussi mentionnée dans les considérants du règlement, mais ça peut s'appliquer à d'autres organisations, c'est le choix des États membres. Ça, c'est l'article 8 du règlement sur le Fonds européen de la défense. D'accord. Une question aussi… Oui, pardon. Non, sur le budget, oui, c'est ça. Oui. Alors,
Pour l'instant, et je pense que c'est aussi vraiment le budget européen intervient pour la phase de recherche et de développement. Il n'est pas du tout pour l'instant question que le budget européen intervienne pour la phase d'acquisition, tout simplement aussi pour des contraintes juridiques. Puisque l'article, un article du traité dit que le budget européen ne peut pas être lié à des activités opérationnelles. Et alors après, c'est une question de l'acquisition de capacités de défense, c'est pas quelque chose qui pourrait être soutenu par le budget européen. En plus, la Commission et l'Union européenne n'ont pas vocation à acquérir des capacités de défense. Donc, ce qui existe dans la troisième phase, je dirais la phase acquisition, c'est ce qu'on appelle la boîte à outils, qui est en fait une réflexion qui a été menée par la Commission européenne avec un groupe d'experts pour essayer de développer des solutions pour aussi favoriser la coopération au niveau en phase d'acquisition. Donc, pas seulement la coopération dans la recherche et le développement, mais voir comment les États membres peuvent aussi coopérer dans la phase d'acquisition. Et c'est plutôt, je dirais, des outils, des solutions, mais il n'y a pas d'implication du budget européen. D'accord. Je vais vous mobiliser 5-10 minutes. Hein. Désolée, nous abusons de votre temps, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. J'ai trop parlé, c'est pour ça. Non, c'était justement très intéressant, mais du coup, ça appelle effectivement beaucoup de questions qui sont à la fois aussi très, très pratiques et de mise en perspective. Et là, effectivement, une question très pratique. Une entreprise peut-elle être candidate à plusieurs de ces programmes européens pour un projet? Alors, une entreprise peut faire partie de plusieurs consortiums et répondre à plusieurs appels à propositions. Oui, il n'y a pas d'exclusion. D'accord. Oui. Ok. Elle peut participer à plusieurs propositions. D'accord. Sur le FEDEF, pouvez-vous préciser comment est envisagée l'élaboration des programmes de travail du FEDEF? Alors, l'élaboration des programmes de travail du FEDEF, c'est la même chose que pour le PEDID. Donc, le principe, et c'est valable pour l'ensemble des programmes européens de financement, donc c'est la commission qui prépare le programme de travail, mais elle fait cela assisté de ce qu'on appelle un comité des États membres, un comité de programme. Donc, chaque État membre a un représentant et la commission se réunit avec le comité de programme, ce qu'on appelle la comitologie dans le jargon communautaire. Donc, la commission a fait un projet de programme de travail et ensuite, il y a une discussion. Et en fait, la comitologie prévoit que le comité de programme, en tout cas dans la procédure qu'on adopte dans le Fonds européen de la défense, doit voter sur le programme de travail à la majorité qualifiée. Ça, c'est la touche communautaire, hein, c'est pas l'unanimité. Donc, en pratique, c'est ça. La commission, évidemment, quand elle propose, elle a plusieurs instruments pour faire son projet de programme de travail, mais effectivement, c'est fait en étroite collaboration avec un comité des États membres qui aussi est là pour… Et alors, au sein du comité des États membres aussi, c'est important de préciser, il y a aussi l'Agence européenne de défense, qui est observatrice, mais qui ne vote pas, mais qui est là aussi pour apporter son expertise, et en particulier sur les priorités capacitaires au nom de l'Union européenne. Et puis, il y a le service d'action extérieure, service européen d'action extérieure, qui est aussi là pour assister la Commission dans l'élaboration du programme de travail. D'accord. Peut-être la dernière question posée par un participant. Constatez-vous une forme de concurrence entre cet effort remarquable de coopération européenne dans le domaine de l'industrie de défense et les programmes multilatéraux d'envergure en cours, mais en dehors de ce cadre, par exemple SCAF, MGCS? Alors, non, pas de concurrence. Je pense qu'il faut déjà voir tout le chemin parcouru. On a commencé par un petit programme, un programme moyen. Maintenant, on a un programme un peu plus ambitieux. Donc, le Fonds européen de défense, effectivement, a vocation à contribuer au développement des technologies clés du futur. Donc, si effectivement les États membres décidaient, lorsqu'on discute avec eux, de mettre des catégories de projets ou des sujets liés, par exemple, au SCAF, on en serait très heureux. C'est des sujets très importants au niveau européen. Mais je veux dire, je ne pense pas que ce soit une concurrence. Je pense que c'est une question de développement et de maturation, effectivement, et puis aussi de moyens. Bien sûr. Voilà, on a une enveloppe quand même qui n'est pas infinie. Donc, ensuite, voir exactement… Mais maintenant, on pourrait très bien imaginer que certains composants de ces grands projets multinationaux pourraient être financés par le biais du Fonds européen de la défense. Et c'est des sujets effectivement éminemment européens, et des sujets avec vraiment des priorités. Mais ça sera en discussion avec les États membres. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une concurrence. Je pense qu'il pourrait y avoir une complémentarité. D'accord.
Je crois que nous allons terminer ici cette conférence. On a déjà abusé de votre temps et de ces 30 minutes très intéressantes de discussion. Bon, de toute façon, on est au début d'un processus. On va de facto aussi nous organiser, et puis aussi la commission organiser Info Day, etc. Mais on se retrouvera, je dirais, pour exploiter et approfondir un certain nombre de problématiques, que ce soit aussi des problématiques plus sectorielles, technologiques, sur les modalités de coopération, sur la question aussi des entités originaires d'États tiers. Voilà, il y a beaucoup de problématiques. Déjà là, c'est un véritable tour de force, cet exercice de synthèse et ces éclairages. Donc un grand merci à vous. Et d'ailleurs, j'ai aussi pas mal de retours de participants qui vous remercient pour la clarté de votre propos. Nous n'hésiterons pas à vous recontacter à la rentrée pour le cas échéant. On va faire un peu des types. Nous continuerons à abuser de votre temps, j'espère que vous accepterez. En tout cas, un grand merci à vous. Merci également à l'ensemble de l'équipe SRS, Gaspard Roire, Kevin Martin et Lucille Seglarski, sans qui ces rencontres ne pourraient pas se tenir. Je rassure les participants à la suite de votre conférence. Nous allons avec votre accord, diffuser votre présentation. Et nous y ajouterons aussi quelques premières analyses effectivement statistiques des programmes, enfin des résultats des calls PEDVID, PADR que nous on a fait en interne FRS. Donc un grand merci à vous. Merci et à bientôt. À bientôt dans le cadre de futures webconférences défense et industrie. Et un prochain rendez-vous à noter, donc le 9 juillet à 17h30. Là, on va faire une webconférence dédiée aux startups de défense. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et encore merci Anne Ford pour votre intervention. Merci Hélène, merci à tous. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.